Donc, on va aborder aujourd'hui le module sur la naissance. Alors, vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Enfin bon, je parle pour moi. Il y a vraiment plein de choses à savoir sur la naissance et les conséquences. Alors, le programme de ce soir, on va déjà décrire qu'est-ce que ce serait un accouchement idéal. C'est quoi la différence entre accouchement et la naissance? On va identifier les conséquences d'une naissance par siège, une naissance déclenchée, les conséquences du cordon autour du cou, la naissance par forceps, par césarienne, quand le pronostic vital est engagé pour le bébé ou la maman, et les conséquences d'une séparation à la naissance, notamment la couveuse, et qu'est-ce qui se passe en cas de naissance prématurée. Et évidemment, le plus important, c'est trouver les mots libérateurs. Mais pour trouver les mots libérateurs, évidemment, il faut bien comprendre ce qu'il se joue. Alors, l'accouchement idéal. Vraiment, idéalement, le bébé et la maman sont en lien, le bébé se sent prêt à naître. Et alors, ce qui se passe, on le sait maintenant scientifiquement, c'est qu'il lance un signal électrochimique qui va déclencher le travail de contraction chez la maman. Et idéalement, évidemment, la mère, elle est confiante, elle accompagne son bébé en conscience, prête à l'accueillir. Et le bébé bouge, il avance en synchronisation avec les contractions jusqu'à la sortie, progressivement et contraction par contraction. Et ces efforts physiques lui permettent de passer donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et une fois qu'il est posé sur le ventre de sa mère, il rampe vers le sein. Et puis, lorsque le cordon a cessé de battre, il peut être coupé. Voilà, ça c'est vraiment la naissance idéale, physiologique. Alors, on parle d'accouchement et de naissance, c'est juste pour bien préciser, la maman accouche, donc l'accouchement c'est le point de vue de la mère et la naissance c'est le point de vue du bébé. Donc on a dit que c'était important pour un accouchement idéal que le lien mère-enfant soit établi, mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Eh bien, alors tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est suite aux connaissances de toutes les séances que j'ai accompagnées en sophroanalyse depuis donc plus de 12 ans, parce que tout ça, on le retrouve en séance. Pourquoi on le retrouve en séance? Parce que ça pose des problèmes chez l'adulte. Évidemment, l'adulte n'est pas en train de se dire que c'est à cause de sa naissance qu'il a ces problèmes-là, mais il le découvre en séance. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand le lien mère-enfant n'est pas établi? Eh bien, le bébé, il se sent seul. Il sent les contractions, il sent que quelque chose le pousse et il a peur de ne pas être accueilli à la sortie, puisqu'il n'y a déjà pas ce lien. Il a l'impression de faire le travail tout seul, donc il a l'impression de subir ces contractions-là qui le forcent à avancer alors que lui ne veut pas, et ça fait un accouchement plutôt long, du coup. La naissance en siège, c'est une conséquence possible de ce manque de lien. C'est-à-dire que le refus de sortir est particulièrement marqué et ça cache une grande peur. Excuse-moi, Oui. excuse-moi, j'ai pas compris si le lien mère-enfant n'est pas établi, mais à quel moment à quel moment? Je n'ai pas compris pourquoi tu dis qu'il Au n'est moment pas de la établi. naissance. Au moment de la naissance, si le lien est établi, l'enfant se sent accompagné pendant le processus de naissance. Oui, mais le lien, Il il se ne se sent pas seul. Le lien, il se crée quand l'enfant découvre sa mère et lorsqu'il y a ce regard qui s'établit et qui fait que le lien va se créer à ce moment-là. Je ne comprends pas de Pour quel le lien bébé? tu parles. Pour le bébé et pour la mère, le lien, il se crée à ce moment-là, au moment de la naissance, lorsqu'il se découvre. Ah bon? Oui, de quel lien tu parles là? Je ne comprends pas. Alors, le lien se crée bien avant, dès la grossesse. Mhm. Oui. Et quand ce n'est pas le cas, ça pose un problème au moment de la naissance. Et qu'est-ce qui ferait que ce lien ne se crée pas? Ah, ça, c'est le module suivant. D'accord. Ok. Oui, mais c'était une très bonne question. Et Bon. justement, c'est tout l'enjeu du module suivant. Pourquoi le lien ne se crée pas? Il y a plein de raisons. Plein de raisons possibles. C'est tout un module. Très bien. Je te laisse continuer. Donc, Excuse-moi. effectivement, le lien se crée dès le tout début de la grossesse, en fait.
Dès que la mère est enceinte, dès qu'elle le sait. Alors, donc, quand le lien n'est pas établi, parce qu'il y a des cas où c'est pas établi, donc l'enfant se sent seul. Donc, les conséquences possibles dans la vie de ce type de naissance où il n'y a pas eu de lien, c'est un sentiment de solitude dans les changements, des peurs, des doutes dans les changements, l'impression de subir les changements et des changements qui mettent du temps à se faire. Pourquoi je vous parle de changement? Vous avez repéré qu'il y a changement. Pourquoi? Parce que la naissance, c'est le premier changement de notre vie. Quand on est bébé, on passe de l'intérieur à l'extérieur, donc c'est un changement énorme qui en plus, voilà, c'est pas simple, hein, c'est un vrai marathon. Et donc, la façon dont ce changement se passe va avoir un impact sur tous les changements de notre vie, la façon dont nous vivons les changements dans notre vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en thérapie, on tombe assez souvent, même assez rapidement, sur la naissance parce que la personne entame un changement. Elle veut changer, c'est pour ça qu'elle fait une thérapie. Et comme on demande à la conscience supérieure d'aller à l'origine du fait qu'elle n'arrive pas déjà à faire les changements, et ben on tombe sur la naissance parce qu'en fait, on se rend compte que le processus de changement est déjà bloqué à cause de la façon dont elle a vécu sa naissance. Alors, on a dit aussi, dans un accouchement idéal, le bébé se sent prêt. Il lance le signal électrochimique qui déclenche les contractions de la mère. Mais que se passe-t-il s'il ne se sent pas prêt? Autrement dit, l'enfant a été déclenché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le bébé se sent forcé, il subit les contractions, il ne veut pas avancer, et l'accouchement, là, il est encore plus long. Conséquences possibles dans la vie. Alors, pourquoi je dis possible? Parce qu'évidemment, c'est jamais du 100%, on n'est pas tous pareils, même si on a vécu les mêmes choses. Donc, il y a déjà un sentiment général de ne pas être prêt et d'être toujours forcé, de toujours subir. Il y a un refus de grandir, un refus d'apprendre. Alors, ça peut commencer dès petit à être propre, à aller à l'école, enfin tout ce qui veut dire avancer dans la vie en fait. Refus aussi de sortir à l'extérieur parfois. Alors, c'est pas nécessairement tous les points, hein, mais il peut y avoir certains points, suivant les personnes. Le refus de quitter maman et des changements et adaptations au monde plus longs que la moyenne. Là, non, je pense à une petite fille que j'ai accompagnée il n'y a pas longtemps. Elle avait, je ne sais plus, une dizaine d'années, un peu plus ou un peu moins, je ne sais plus, pour un problème d'encoprésie. Et en fait, ce qu'on a retrouvé dans la séance, c'est qu'on a fait avec les parents, et puis la petite fille, elle était là, elle faisait autre chose pendant ce temps, en écoutant en même temps d'une oreille. Ce qui ressortait, c'était j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de sortir. Et ça avait été déclenché parce que il y avait un problème de prééclampsie et que il y avait un enjeu vital pour la maman et pour le bébé. En tout cas, c'était une crainte. Et ce qui ressortait, et c'était le père qui s'était mis dans la peau de sa fille, j'ai pas envie. Sauf que j'ai pas envie. Oui, mais j'ai pas envie d'aller aux toilettes non plus. Tout comme j'ai pas envie de grandir. Et effectivement, elle voulait jamais y aller aux toilettes. Donc, encoprésie, je vous rappelle, c'est caca dans la culotte, plus ou moins, quoi. Voilà, donc c'est ça qu'on va retrouver. Ou peut-être constipation importante chez les tout petits. Oui. Comme conséquence possible? Oui, oui. Parce que c'est un peu le même phénomène. C'est ne pas vouloir aller à la selle. Oui. Bah, là, c'est vraiment le côté je veux pas grandir et j'ai pas envie. Mais oui, pourquoi pas? En fait, le truc, c'est que quand il y a un événement, c'est un petit peu ce que j'ai dit aussi dans les derniers modules, quand il y a un événement, suivant la façon dont c'est vécu par la personne, il peut y avoir plein de conséquences possibles. Et pareil, derrière une problématique, si on travaille sur une problématique, suivant les personnes qui ont la même problématique, c'est pas forcément la même cause derrière. Donc, oui, peut-être qu'il y aurait une personne chez qui ça pourrait poser un problème un problème de constipation, c'est possible.
Mais c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un cas classique, on va dire. Peut-être ça peut arriver pour une personne, mais c'est pas sur un fort pourcentage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup chez les enfants. Oui, mais est-ce que c'est lié forcément à un déclenchement? Pas sûr. C'est ça que je veux dire. J'avais pas fait le lien jusqu'à présent. J'y serais plus attentive peut-être Oui, désormais. ça peut être intéressant de regarder s'il y a une corrélation, effectivement. Donc, en tout cas, là, voilà, dans le déclenchement, on n'a pas respecté mon rythme. Donc, c'est toujours ce sentiment qu'on veut me forcer à aller plus vite que ce dont moi je me sens prêt. C'est vraiment ça. Et du coup, je refuse. On a dit aussi, dans l'accouchement idéal, la mère confiante accompagne son bébé en conscience, prête à l'accueillir. Mais que se passe-t-il si la mère n'est pas confiante? Si la mère a des peurs, qu'est-ce qui se passe? Le bébé, il est encore à l'intérieur, il absorbe comme une éponge ses peurs et il les prend comme une vérité. Donc, ça peut être lié à un contexte particulier ou à de la conséquence de l'histoire familiale. Contexte particulier, exemple, une maman qui accouche dans un contexte de guerre où il y a des bombes qui explosent à côté, hein, normal qu'elle ait peur. Mais ça peut être histoire familiale. Il y a eu dans l'histoire, dans les ancêtres, un bébé qui est mort à la naissance ou une mère qui est morte à la naissance, à l'accouchement, du coup. Donc ça se rejoue à ce moment-là. Donc ça peut être une peur de mourir ou une peur que le bébé meure. Donc quand la maman a peur que le bébé meure, le bébé se dit qu'elle a une bonne raison de penser ça, que donc il risque de mourir. Et idem si elle a peur, elle, de mourir. Autrement dit, le bébé a peur de sortir parce qu'il se dit que si je sors, il y a quelqu'un qui va mourir, quoi. Alors après, il y a des choses un peu moins fortes comme la peur de ne pas savoir être mère, la peur de ne plus être enceinte, etc. Donc, les peurs de la mère, en plus, des fois, ça bloque son propre processus de mise au monde. Donc, le corps de la mère se bloque et même des fois se ferme. Évidemment, c'est souvent des peurs inconscientes. Donc, conséquence possible dans la vie, c'est la peur du changement. Parce que si c'est quand même cette croyance, changement égale mort. Alors, donc c'est toujours le même point. Elle accompagne son bébé en conscience, prête à l'accueillir. Mais que se passe-t-il si elle n'est pas dans cet accueil en conscience? Alors, il peut y avoir plusieurs situations. Par exemple, elle est prise par sa souffrance physique. Ou alors, elle subit l'équipe médicale. Il y a certaines femmes qui ressortent en disant on m'a volé mon accouchement, par exemple. Elles ont une impression de subir, qu'on ne leur laissait pas le choix, etc. Donc, quand la maman se sent comme ça à subir les douleurs ou les personnels médical, elle n'est pas du tout en train d'accompagner son bébé. Et en plus, elle est en train de vivre quelque chose de pas sympa. Donc, le bébé, qu'est-ce qu'il se dit? C'est ma faute, c'est ma mère souffre. Et donc, il culpabilise de sortir. Et je me rappelle avoir accompagné une cliente qui retrouvait justement le moment de sa naissance. Et alors, donc elle me décrivait, elle était bébé, donc elle retrouvait cette mémoire, bien sûr. Et elle disait, j'avance et j'entends ma mère qui hurle. Du coup, j'ai envie de reculer. Mais mais je continue à avancer quand même parce qu'il faut quand même que j'avance, sinon je vais mourir. Et j'entends ma mère hurler de douleur. Du coup, je recule. Enfin bon, c'était l'horreur, ce truc. Et évidemment, l'accouchement a duré des plombes. Et ce qui était très fort dans sa vie, c'est que c'est la culpabilité dans les changements. Ce qui était impressionnant, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des changements dans sa vie, c'était au détriment de quelqu'un d'autre. Le scénario répétitif. Incroyable. Idéalement, dans l'accouchement idéal, le bébé bouge en synchronisation avec les contractions pour avancer progressivement vers la sortie. Mais si le bébé a le cordon autour du cou, alors souvent le fait qu'il soit enroulé une fois, c'est pas forcément un problème. Quand il est enroulé 2 fois,
c'est déjà plus problématique. Il faut savoir que le cordon s'est mis autour du cou bien avant la naissance et ça, on le verra au module prochain parce que c'est vraiment avant. En tout cas, quand il y a le cordon autour du cou, qu'est-ce qui se passe? Le bébé se retrouve coincé et plus il avance, plus il est en train de suffoquer et d'étouffer en fait. Et il se dit, je vais mourir. Donc, il y a une détresse terrible, c'est-à-dire que si je reste, il sent bien que s'il reste dans le ventre, il va mourir. Et s'il avance, il va mourir aussi. Conséquence possible dans la vie, parce que tout se répète. Alors, il peut se sentir coincé au contact physique, alors que ce soit quelqu'un qui l'étreint, qui le câline, qui le prend dans les bras, ou enfiler un pull, tout ce qui va serrer physiquement, il risque de ne pas supporter. Et il peut aussi se sentir dans la vie empêché de faire ce qu'il veut, notamment empêché par sa mère, parce que dans le ventre, il a eu le sentiment que c'est sa mère qui l'empêchait. Lui, il n'a pas forcément eu le sentiment que c'était Bordeaux. Il a le sentiment que sa mère l'empêchait de sortir, même si ce n'est pas le cas. Et alors, vraiment, la caractéristique, c'est avancer, c'est compliqué, rien n'est facile dans la vie c'est une galère. Voilà, c'est vraiment ça. Avancer, c'est une galère, quoi. Et donc, ça se met, c'est des échos, donc ça se met en place dès l'enfance et jusqu'à adulte, tant qu'on ne le libère pas, parce qu'évidemment, heureusement, ça se libère, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui se passe si le bébé, au moment où il est engagé, n'avance plus? Et bien, c'est là qu'on va utiliser les forceps. Donc, c'est la naissance par forceps ou alors par ventouse. Ça ne change pas grand-chose au final en termes de vécu. Alors, ce qu'il faut savoir, enfin, ce qu'il faut observer, en tout cas, c'est ce que j'avais appris en cours et je l'ai vérifié dans toutes les séances que j'ai accompagnées, dans 100% des cas, selon mon expérience. Je ne peux pas dire que c'est 100% des personnes nées par forceps. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que l'enfant n'a pas pu sortir parce que c'est la mère qui retient l'enfant. Le corps s'est fermé, en fait, et a empêché l'enfant de sortir. Parce que là, on retrouve un enfant qui a envie de sortir. On pose la question, j'ai envie de sortir, mais je n'y arrive pas. Donc, le bébé, il se retrouve coincé. On est en train de se dire qu'il va mourir. Alors, du coup, donc il force, il essaie de sortir, mais il n'y arrive pas, donc il se repose. Et puis, il y a une autre contraction, donc il en profite. Allez, il avance, mais il n'y arrive toujours pas. En fait, c'est vraiment, j'avance, je fais des efforts, j'y vais, mais j'arrive pas. Et puis, bon, allez, le truc, c'est que s'il reste, il va mourir. Donc, il y a vraiment tout un cheminement terrible. Et d'après les personnes qui retrouvent cette mémoire, et à un moment, il lâche prise, quoi. Il accepte la mort. Et c'est à ce moment-là que miracle, quelque chose qui fait mal, les forceps, ça fait mal, quelque chose arrive et le sauve. Et ça se fait dans la douleur. Donc voilà, c'est cette notion d'aide miraculeuse qui sauve la vie, qui permet le changement finalement, qui va se rejouer dans la vie. Alors, il faut savoir que là, on est dans le cas d'un trauma, les forceps, parce qu'il y a un danger de mort. C'est-à-dire que même, il est possible qu'à un moment, il ait même perdu un peu conscience, le bébé. Des fois, on retrouve ça. Il y a une agression physique, parce qu'il y a ces forceps qui font mal. Donc, on est dans la catégorie des traumas. La croyance, c'est changement égale danger de mort, et je ne peux pas y arriver seule. Et quand on m'aide à la dernière minute, ça fait mal. Et c'est ça qui va se rejouer dans la vie après. Oui, alors ça, hop. Voilà, conséquences possibles dans la vie. Donc, comme le changement, c'est hyper dangereux, la personne va mettre en place des stratégies pour éviter les changements, sauf qu'il y a quand même des changements qui sont inéluctables. Changement de classe, à l'école, déjà le fait d'aller à l'école, tous les changements. Donc, ça demande un effort intense avec l'impression d'un enjeu vital, donc un gros stress. Et au final, il y a quelqu'un qui finit par l'aider. J'avais connu une adolescente comme ça, un changement de... Ouais, c'est-à-dire, c'était pas à chaque changement de classe, mais c'était
changement de l'école primaire au collège, ça a été très dur. Du collège au lycée, ça a été très dur. Et à un moment, elle voulait être prise dans un lycée spécifique. Il fallait qu'elle fasse des dessins, pour quelque chose d'artistique. C'était très dur de... Voilà, c'était vraiment des efforts intenses. Et à un moment, elle avait besoin d'aide à la fin, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Je poursuis. Dans un accouchement idéal, toujours, ce sont les efforts physiques qui permettent à l'enfant de passer de l'intérieur vers l'extérieur. Mais que se passe-t-il si le bébé ne fait pas l'effort du passage? Et donc, c'est le cas de la césarienne. Alors, déjà, au niveau technique, il faut savoir que la césarienne, elle peut se faire si le bébé n'est pas déjà engagé. Hein. Sinon, c'est les forceps, du coup. Donc, il y a deux cas de figure. Il y a les césariennes d'urgence, parce que sur le coup, du coup, il y a une inquiétude par rapport au processus, un enjeu vital. Et il y a aussi la césarienne programmée, où là, ça se passe de manière plus calme. Donc, l'anesthésie de la mère, elle peut être locale ou générale. Et ensuite, l'obstétricien ouvre le ventre. Donc, il y a quand même 3 couches, hein, la peau, le muscle et l'utérus. Muscle et graisse. Ensuite, l'obstétricien attrape le bébé et le sort. Donc, tout ça, ce sont les étapes sur lesquelles on va revenir. Et le bébé est parfois posé quelques instants sur la maman. Et pendant que la maman est recousue, le bébé est emmené pour les premiers soins. Donc, césarienne d'urgence. On est dans le cas, donc, d'un climat un peu tendu, il y a des inquiétudes et on s'inquiète pour la survie du bébé. Hein. Donc le bébé, qu'est-ce qu'il se dit, lui? J'ai peur de mourir. Donc les conséquences possibles dans la vie pour une césarienne d'urgence, c'est encore la croyance changement égale danger, hein, de mort. Donc des stratégies pour éviter les changements et les changements inéluctables font peur. Pour une césarienne programmée, donc c'est plus calme, mais le bébé n'est pas prêt. Il n'a pas lancé le signal comme quoi il était prêt pour que la maman démarre le travail des contractions. Donc on se retrouve dans le même cas de figure qu'une naissance programmée, enfin déclenchée. Donc sentiment général de ne pas être prêt et de toujours forcer, de subir. Sentiment qu'on choisit toujours à ma place. Donc soit je subis le choix des autres pour moi, soit au contraire, je vais prouver au monde que je peux choisir par moi-même. Et je refuse tout conseil. C'est comme une sorte de revanche qu'on se donne. Et ce qui va faire écho aussi pas mal, ce que la personne va retrouver, c'est cette notion de changement inattendu et donc subi. Alors, l'anesthésie de la mère, elle peut être locale ou générale. L'anesthésie générale, le problème, c'est que le corps est inerte. Et du point de vue du bébé, un corps inerte, c'est un corps mort. Et le bébé va bien comprendre que si le corps est inerte, c'est bien lié à la naissance et à lui, donc il va se dire que c'est de sa faute. En cas d'anesthésie locale, j'ai jamais vu de conséquences par rapport à ça. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais apparemment, c'est pas ça qui pose problème. Conséquences dans la vie, donc de l'anesthésie générale. Je me rappelle notamment d'une cliente qui avait vécu ça, c'était vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de grave et de devoir réparer en permanence, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je dois réparer. C'était cette espèce de culpabilité énorme là où il faut réparer, mais sans savoir quoi. Peur des changements, stratégie pour les éviter, toujours. Et culpabilité permanente. Punition inconsciente, donc je m'interdis d'être heureux, je m'auto-sabote dans ma vie, etc. Parce que c'est tellement terrible ce que j'ai fait. Il y a quand même l'idée que j'ai tué ma mère. Hein. C'est-à-dire que, comme dans le cas de la césarienne, on est aussi dans un cas de trauma, c'est-à-dire que cet instant est figé à l'intérieur du bébé. Et il n'a pas connaissance de ce qui s'est passé après, autrement dit que sa mère, en fait, est vivante. Donc, il est figé dans ce moment-là et ça va se rejouer jusqu'à être libéré
plus tard en thérapie. Et il y a aussi, j'ai peur pour ma mère. Donc, comme il y a cette notion que ma mère peut mourir, eh bien, il va toujours falloir que je veille sur elle. Alors, du coup, on se retrouve parfois avec des bébés comme ça qui pleurent, qui veulent pas quitter maman. Et on se dit, oh là là, ce bébé, qu'est-ce qu'il est dépendant de sa mère. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il surveille que sa mère est bien là, bien vivante. C'est lui qui veille sur sa mère, en fait. Donc, il y a une inversion de rôle comme ça, où le bébé se donne la responsabilité, par peur pour elle et par peur pour lui aussi, de bien vérifier toujours que sa mère est bien vivante. Parce qu'il y a tellement ce truc, mais elle est morte. Mais non, il faut que je vérifie qu'elle est bien vivante. Enfin, il y a comme cette croyance, ma mère est morte, mais pourtant elle est vivante. Il faut que je vérifie du coup qu'elle est bien vivante parce que j'arrive pas à intégrer que ma mère est bien vivante, en fait. Vous voyez? Alors, l'anesthésie générale, elle peut avoir un autre effet, c'est quand le produit anesthésiant touche le bébé. Alors théoriquement non, mais dans les faits, très clairement, il arrive que les personnes retrouvent ce moment-là et en fait, le bébé donc est anesthésié et c'est ouh, mais c'est trop bien. Oui, sauf que ça crée une dépendance à la drogue parce que la personne recherche cet état en fait. C'est le problème. Donc, je ne suis pas sûre que l'anesthésie générale touche le bébé tout le temps, hein, mais en tout cas, moi, j'ai déjà vu ces cas-là. Alors, donc l'obstétricien, ensuite, il ouvre le ventre. Comme je disais, il y a 3 couches, donc il y a 3 coups de scalpel. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour le bébé à ce moment-là? Il y a un outil tranchant, il y a du sang. C'est donc une agression physique. Et c'est vécu comme un trauma. C'est vécu comme on nous veut du mal. Parce que le sang, ça a une odeur particulière. Et pour le bébé, le sens olfactif, c'est le premier sens qui est développé dans le ventre de la mère. Donc, c'est une empreinte très forte. Donc, on a agressé, on veut tuer ma mère et on veut me tuer. Donc, terreur. Et il y a cette notion d'intrusion. On vient me chercher et on m'arrache à ma mère. Voilà, c'est ça qui est vécu par le bébé. Alors, conséquences possibles dans la vie. Donc, j'ai peur pour ma mère, donc je dois veiller sur elle, la protéger. Peur des changements et stratégies pour les éviter, bon, comme pour les forceps, évidemment. Le monde extérieur est dangereux. C'est des agresseurs qui sont là à l'extérieur. Donc, ça va entraîner une hypervigilance. Parfois même, ça va jusqu'à la paranoïa. On peut nous attaquer à tout moment. Si l'obstétricien est un homme, l'enfant va avoir peur des hommes. Alors, sauf le père, parce que l'enfant fait quand même la différence. Et si l'obstétricien est une femme, il a peur des femmes, sauf la mère, évidemment, parce qu'il fait la différence. Alors ça, c'est hyper fort. Hein. Moi, je me rappelle plusieurs fois, j'ai par exemple un de mes neveux. Il avait toujours peur de moi. Il me regardait avec des yeux qui fronçaient les sourcils. Et alors, moi et toutes les autres femmes, hein, c'était pas moi personnellement. Il y avait juste ma fille qui était un peu plus jeune qui arrivait à le prendre, avec qui ça passait très bien. Mais sinon, toutes les femmes, ils se mettaient à hurler dès qu'ils voyaient une femme qui voulait s'approcher de lui. Hein. Et j'avais demandé à ma sœur, donc il est né par césarienne, j'ai demandé, celui qui a accouché, c'était un homme ou une femme? Eh ben une femme. Ah bah tiens. Voilà, et c'est pareil pour quand l'obstétricien est un homme. L'enfant a peur des hommes, mais c'est très très fort. Et parfois, du coup, je ne l'ai pas mis là, mais c'est aussi, je ne veux pas sortir de chez moi. Je suis bien dans mon cocon, chez moi, là, et sortir à l'extérieur, ne serait-ce que pour aller au parc, hein, pour un enfant, ah non, je ne veux pas sortir à l'extérieur, dehors, c'est dangereux. Même si au final, dans la vie de l'enfant, au parc, ça se passe très bien finalement. Voilà. Donc c'est assez fort quand même, hein, les conséquences de la césarienne, parce qu'encore une fois, on est dans un cas de trauma. L'obstétricien attrape le bébé et le sort. Donc, on fait à ma place. Et ça peut engendrer beaucoup de colère. C'est-à-dire que ça prive le bébé du processus de faire l'effort.
physique du passage, comme s'il n'était pas capable de faire par lui-même. Donc les conséquences possibles dans la vie, c'est un sentiment général de ne pas être prêt et toujours forcé de subir. Ça peut être soit vécu en mode soumis, c'est-à-dire je subis, j'ai pas le choix, je laisse les autres faire à ma place parce que je ne sais pas faire, donc je me résous à être assistée. Soit je suis en mode rebelle, en mode revanche, je vais prendre la revanche, donc je vais prouver au monde que je peux faire par moi-même, quitte à refuser toute aide. Donc il y a vraiment deux choses possibles, mais à chaque fois c'est un petit peu extrême, quoi. Hein. Il n'y a pas de juste milieu. Bon, ensuite le bébé est posé, la maman recousue, le bébé emmené. Bon là il n'y a pas de souci particulier. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la césarienne? Okay. Non. Très bien, je poursuis. Donc, ensuite, le bébé, idéalement, est posé sur le ventre de sa mère, il rampe vers le sein, le cordon qui a cessé de battre peut être coupé. Mais que se passe-t-il si le bébé est emmené tout de suite pour des soins, à peine la mère l'a eu, que ça y est, il est emmené? Bon, là, c'est pas, voilà, on n'est pas dans le cadre d'un trauma, là, c'est plus léger, mais il y a ce sentiment d'être manipulé, c'est inconfortable parce que le bébé sent que c'est des gestes techniques, il y a pas forcément de bienveillance, d'amour. Alors évidemment, s'il y a beaucoup de bienveillance et d'amour, c'est pas problématique, donc on ne trouve pas ça en thérapie. Mais quand c'est très technique, froid comme ça, le bébé le sent et le vit pas forcément très bien. Et il y a cette incompréhension, pourquoi je suis loin de ma mère. Conséquences possibles dans la vie, impression, sentiment d'être manipulé, de subir les autres. Alors, maintenant, les conséquences d'une naissance avec pronostic vital engagé. Donc, on a vu naissance par siège, déclenchée, autour du cou, forceps, césarienne, ça c'est vu. Donc maintenant, quand le pronostic vital est engagé. Alors, soit c'est la maman qui a failli mourir, donc le bébé, il a peur pour elle et il va se mettre en tête qu'il doit veiller sur elle. Et aussi, il se sent coupable parce qu'il se dit, c'est parce que j'arrive qu'elle se retrouve dans cette situation. Et le bébé, il a peur de mourir aussi, parce qu'il a bien conscience que si sa mère meurt, il meurt aussi, comme dans le ventre maternel. Alors, quand je dis il a bien conscience que, évidemment, si la mère meurt, il va y avoir quand même des gens qui vont s'occuper de lui, mais lui, il ne le sait pas. Parce qu'à la naissance, il est encore relié complètement à sa mère. Et il a encore cette notion que sa vie dépend de la vie de sa mère. Donc, c'est un trauma pour le bébé, parce que si la mère meurt, il y a cette croyance que lui aussi va mourir. Et si c'est le bébé qui a failli mourir, évidemment, c'est un trauma aussi. Et le changement, c'est dangereux. Je vais tout faire pour les éviter. Conséquences possibles dans la vie. Donc, un enfant collé à sa mère pour veiller sur elle. Peur des changements, stratégie pour les éviter. Insécurité générale, hypervigilance. Et plein de tentatives pour se rassurer. Donc, hypervigilance, contrôle, consommation inhibante. Donc là, on a tout ce qui est sucre, alcool, drogue, médicaments, etc. Alors maintenant, les conséquences d'une séparation à la naissance. Par exemple, la couveuse ou l'unité de soins intensifs. Je ne sais pas si c'est très différent, mais... Donc la séparation, elle peut être plus ou moins mal vécue selon la durée de la séparation. Évidemment, ça peut être une séparation d'1 heure ou une séparation d'1 jour ou d'une semaine ou d'1 mois. Évidemment, c'est pas pareil pour un bébé. Ça dépend de l'âge de la séparation aussi. Bon, là, on est en train de parler de la naissance, donc on parle d'une séparation vraiment tout début de la vie. Et le contexte de la séparation. Et la séparation, donc en couveuse par exemple, ça génère une blessure d'abandon. La croyance de la blessure d'abandon, c'est il n'y a plus de lien, donc il n'y a plus d'amour. Si mes parents ne sont pas là, c'est bien la preuve que je n'ai pas de valeur à leurs yeux. Ça génère une grande insécurité, je suis livrée à moi-même. Parce que bon, il y a bien du personnel médical qui passe de temps en temps, mais encore une fois, c'est très technique. Parce que le personnel médical, il a du boulot et qu'il n'a pas forcément le temps et il n'a pas forcément conscience que le bébé... Puis c'est pas forcément possible d'ailleurs techniquement de faire des câlins, etc. Et je dois être forte
pour faire face. Donc, c'est tellement dur à vivre que le bébé se construit une carapace carrément. Une carapace pour survivre. Conséquences possibles dans la vie. Il faut être fort. Ah, donc, ça fait des personnes très fortes. Hein. Très fortes mentalement, même parfois physiquement. Même parfois physiquement en termes de prise de poids. Autonomie, indépendance. Je ne peux pas compter sur les autres. Difficulté à sentir le lien. Donc, besoin de preuves d'amour sans cesse, qui est une caractéristique de la dépendance affective. Ça peut être aussi, je préfère quitter avant d'être quitté. Tellement c'est douloureux qu'on me quitte. Ça peut être des personnes qui ont particulièrement besoin de contact physique, parce que c'est ce qui va les rassurer. La croyance que aimer, c'est être en présence de la personne. Si la personne n'est plus là, elle m'aime plus. Un sentiment de solitude, même quand il y a d'autres présences. C'est-à-dire, oui, je suis avec des amis, mais même avec des amis, je me sens seule. Peur de la séparation. Très, très peur de la séparation. Maintenant, on va voir les conséquences d'une naissance prématurée. Alors, prématurée, ça veut dire que c'est vraiment le bébé qui est sorti. Ah oui, ça peut arriver qu'on fasse sortir le bébé, mais là, c'est le cas du déclenchement. Donc, le bébé peut être prématuré, soit déclenché, soit parce qu'il est sorti de lui-même. Quand il est sorti de lui-même, on trouve en thérapie qu'il a perçu un danger et qu'il est sorti pour échapper à un danger. En se mettant encore plus en danger, mais voilà, c'est ça qu'on retrouve. Encore une fois, je ne dis pas que c'est dans 100% des cas, mais c'est ce qu'on retrouve. Donc, en cas d'une naissance prématurée, il y a quand même cette peur de mourir qui est intensifiée par les parents qui sont très inquiets pour la survie de l'enfant. Et une grande caractéristique, c'est la sensation de ne pas être fini. Comme s'il manquait un peu quelque chose. Et ça poursuit un peu toute la vie. Et évidemment, qui dit naissance prématurée dit unité de soins intensifs. Donc, il y a encore cette notion de séparation, donc la blessure d'abandon. Donc, les croyances, je suis fragile, je ne suis pas finie, je suis abandonnée, je suis en insécurité et je dois être assistée pour vivre. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, que la personne se retrouve à ne pas trouver de travail, à se retrouver au RSA, des choses comme ça, par exemple, ou dépendre de ses parents toute sa vie, ou voilà. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui touchent le RSA sont nées prématurément, hein. C'est pas si simple. Mais voilà, ça pourrait être un exemple. Conséquences possibles dans la vie, donc un sentiment de fragilité, de dépendance. Et comme il y a une blessure d'abandon, il y a aussi la force et de l'autonomie. Donc fragilité, dépendance et force autonomie, c'est complètement opposé. Et oui, on peut avoir les deux en même temps, c'est-à-dire que ça fait des hauts et des bas, quoi. Des fois, je me sens fragile et dépendante, et puis des fois, je me sens forte et autonome. Donc, c'est un peu compliqué à vivre, tout ce qui est paradoxal comme ça. Alors, trouver les mots libérateurs. Voilà, ça, c'est vraiment le plus important. Comment on va pouvoir aider? Alors, je ne le fais pas dans le même ordre que naissance partielle, naissance déclenchée, naissance autour du cou, etc. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y a des points communs entre les différents cas. Mais par exemple, si on prend le cas de la césarienne, il y a tellement de cas différents que je ne peux pas tous les faire un par un. Par contre, il y a des points communs. C'est quoi déjà le problème commun à toutes ces situations? C'est qu'il n'y a pas eu d'explication. Comme personne n'explique ce qui se passe au bébé, le bébé est dans l'interprétation de la situation. Et avec les travaux donc, du docteur Claude Imbert avec la sophroanalyse et de Françoise Dolto, que vous connaissez, je pense, au moins de nom, on sait que parler au bébé change tout.
Par exemple, en sophroanalyse, quand j'accompagne un adulte qui retrouve sa mémoire de naissance, je lui demande d'imaginer si la mère lui avait expliqué, qu'est-ce que ça aurait changé. Eh bien, ça change tout. Tout. Donc, c'est les explications qui vont tout changer. Et si les choses sont expliquées par une tierce personne? Oui, ça peut aussi. Le mieux, c'est que ce soit la maman. Mais une tierce personne, ça peut marcher aussi. La femme enceinte, elle peut, si elle est informée de ce processus, elle peut simplement parler à son bébé, même s'il est encore dans le ventre. D'ailleurs, moi, j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps avec un autre neveu qui est né cette année. C'était une naissance césarienne programmée avec, dès la naissance, une petite opération pour le maintenir en vie jusqu'à une grosse opération une semaine après du cœur. Donc, vous imaginez le truc un petit peu lourd quand même. Et donc, obligée d'aller à l'hôpital Necker à Paris, etc. Elle a parlé à son bébé. Donc, bon, moi, j'avais conseillé un petit peu, j'avais un petit peu informé. Alors, bon, après, elle savait aussi des trucs, hein. Elle a parlé à son bébé, et même pendant la naissance aussi, et même pendant les séparations aussi, et pour les opérations aussi. Ils lui ont tout expliqué, ils l'ont rassuré, et ça s'est super bien passé. Compte tenu du contexte, bien sûr, mais la façon dont le bébé a réagi, dont ça s'est passé par rapport aux autres bébés qui subissaient le même type d'opération, parce que comme ils sont spécialistes, tous ce genre de... Enfin, ils ont une unité spéciale pour ces bébés-là, ces opérations-là très précises, bah, ça s'est vachement mieux passé que pour les autres, quoi. Donc le bébé est resté calme. Il y a eu un médicament que finalement ils n'ont même pas eu besoin de donner, alors que c'est un médicament à effet secondaire un peu embêtant. Enfin voilà, tout s'est super bien passé parce qu'ils ont pu à chaque fois parler calmement au bébé. Et puis surtout, ils l'ont pas laissé seul. C'était tantôt le papa, tantôt la maman qui était avec le bébé tout le temps. Ils se sont alternés tout le temps. Donc ça, c'est formidable. Et du coup, compte tenu du contexte, ça s'est quand même bien passé. C'est ça qui change la façon dont on vit quelque chose qui pourrait être traumatique, mais en fait, avec des explications, ça s'est très bien passé. Si l'enfant est déjà né et qu'on prend conscience après coup de ce qui se passe ou qu'il y a des problèmes et qu'on comprend que c'est lié à ça, il n'est pas trop tard, hein. Donc, on va d'abord essayer de comprendre ce qui s'est passé pour lui. D'ailleurs, c'est avec toutes ces connaissances-là que je suis en train de vous apporter que vous allez pouvoir comprendre. On va verbaliser ce qu'il a cru légitimement. Quand je dis légitimement, ça veut dire que de son point de vue, ben, on peut comprendre qu'il ait cru ça. Vu qu'il n'a pas eu d'explication, sa croyance est assez logique finalement. Et ramener à la réalité. Donc, je vais prendre plusieurs cas de figure. Alors, quand la mère a été prise dans ses émotions, dans sa douleur, donc vous vous rappelez, ça peut engendrer une culpabilité pour l'enfant, voire un bébé sauveur. Donc la mère va pouvoir lui dire, ce sont mes émotions, c'est ma douleur, j'ai les ressources pour les assumer. Je suis la grande, toi tu es le petit. Vous voyez comme on prend en compte l'inversion de rôle et qu'on remet les choses à sa place. C'est moi qui m'occupe de toi et je t'encourage à vivre ta vie. Donc ces phrases-là, ce sont exactement les phrases qui vont à l'opposé des croyances qu'il a mises en place. Vous aurez le PDF de toute façon, avec les phrases. Si la mère a été en danger de mort, alors réelle ou interprétée, césarienne alors âgée, c'est anesthésie générale. Césarienne sous anesthésie générale, pré-éclampsie, hémorragie. Donc évidemment, en cas de césarienne sous anesthésie générale, il n'y a pas de danger de mort, mais le bébé a pu le croire. Pré-éclampsie, il y a un réel danger de mort, hémorragie aussi. Voilà ce qui va pouvoir être dit par la maman. Tu as cru que j'étais morte, ou alors tu as cru que j'allais mourir. Tu as cru que je devais veiller sur moi pour t'assurer que je suis toujours vivante. Donc pour une anesthésie générale, on va dire, en réalité, j'étais seulement endormie pour ne pas avoir mal. Au fond de moi, j'ai une force de vie très forte.
qui m'a permis de survivre malgré cette situation. Cette force de vie est toujours là. Je suis en sécurité et toi aussi. Je ne sais pas si je vous avais déjà expliqué que moi, quand j'avais 3 jours, on s'est retrouvé avec ma mère seule dans une maison à la campagne. Et parce qu'elle avait accouché à domicile et que tout le monde était parti. Et puis elle a fait une hémorragie. Et il s'est passé quand même plusieurs heures avant que son père arrive à la rescousse. Et quand il est arrivé, il l'a retrouvée dans une mare de sang, inanimée. Donc, moi, en tant que bébé, j'ai cru qu'elle était morte et que c'était de ma faute, etc. Et que j'allais mourir aussi, enfin bref, tout le tralala. Eh bien, ce que j'ai découvert en sciences de sophroanalyse, justement, c'est qu'est-ce qui avait fait qu'elle avait pu vivre malgré tout. Parce que moi, j'ai toujours cru que ma mère était fragile et que je devais être forte à sa place. Et du coup, il y avait une inversion de rôle à cause de cet événement. Je l'avais toujours vue fragile. Et j'avais pas vu que, au contraire, si elle était toujours là, c'est parce qu'il y avait une force énorme en elle. Voilà, c'était vraiment une séance. Ça fait des années que je l'ai faite, mais je m'en souviens comme si c'était hier. C'est très fort. C'est de prendre conscience que, mais oui, contrairement à ce qu'on a cru, il y a une puissance de vie extraordinaire. Et bien ça, il suffit de l'expliquer au bébé ou à l'enfant. Si c'est le bébé qui a été en danger de mort, pareil, réel ou croyance des parents. Donc, forceps, il a pu se croire en danger de mort, césarienne, le cordon autour du cou ou prématuré. Nous avons eu très peur pour toi. Nous avons cru que tu allais mourir. Tu as survécu malgré la difficulté de la situation. Cela prouve qu'au fond de toi, tu as une force de vie très forte. Cette force de vie est toujours là, tu es en sécurité. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Et pourquoi c'est super important de dire ça? Parce que les parents qui ont failli perdre le bébé à la naissance, quelque part, ils ont tellement eu peur qu'ils vont chercher à surprotéger l'enfant par la suite, faire particulièrement attention à lui, surtout par rapport à ses frères et sœurs qui, eux, n'ont pas failli mourir à la naissance. Et il y a comme cette inquiétude qui sous-entend à l'enfant que je suis plus fragile que les autres. Je suis pas capable. Vous voyez? Donc c'est important de lui dire que on a cru que tu étais fragile, mais en fait, ce qu'on savait pas, c'est que tu as une force énorme en toi qui a fait que tu as survécu malgré tout ce qui s'est passé. Parce que cette phrase, c'est pour ça que là, pour le coup, c'est important que ce soit la maman ou le papa, ou les deux, qui le disent, parce que ça les informe eux aussi qu'il y a une force de vie très puissante dans cet enfant-là, contrairement à ce qu'ils ont cru. Si le bébé s'est senti coupable, alors soit parce que la mère se victimise, alors se victimise, c'est pas méchant, c'est-à-dire que les douleurs sont tellement fortes, voilà, elle s'est sentie victime de ces douleurs ou victime du personnel médical, et qu'on a un bébé sauveur, donc césarienne, hémorragie, douleur de l'accouchement. Ce qui va être important de dire, c'est moi qui ai décidé de t'avoir. Alors, si la maman dit non, non, c'est un bébé surprise et j'ai pas décidé de l'avoir, bon, c'est quand même la maman qui est responsable, autant que le papa, d'avoir fait l'amour et créé cet enfant. Donc, si c'est pas j'ai décidé de t'avoir, c'est je suis responsable de ton arrivée. C'est mon corps qui a été en difficulté, c'est ma responsabilité. Mon corps est relié à mon inconscient, à mon histoire. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que bon, je peux pas le développer ici, parce que c'est pas le propos, mais je vous explique juste. Quand j'accompagne des personnes qui effectivement, où le bébé s'est senti coupable et on voit que la mère a beaucoup souffert, on va explorer dans l'histoire de la mère l'origine de cette souffrance, de cette victimisation, de ceci, de cela. Il y a toujours une origine. C'est-à-dire que on comprend que ce que vit la mère au moment de l'accouchement, la façon dont elle vit son accouchement, c'est lié à son psyché. Même le fait que le corps se crispe ou est très mal ou pas, c'est lié à son histoire. Alors, son histoire parfois transgénérationnelle, mais en tout cas, c'est lié à son histoire. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec le bébé.
Donc voilà, c'est ça qui est dit en fait. C'est à moi d'assumer mon histoire et la façon dont j'ai vécu les choses. Donc pour déculpabiliser le bébé, il va falloir lui dire: je suis malheureuse de voir que tu te rends malheureux pour ce que j'ai vécu. Ce qui me ferait plaisir, c'est que tu profites de ta vie et que tu sois heureux. Parce que dans la culpabilité, c'est vraiment le truc, je mérite pas d'être heureux et puis j'ai pas le droit parce que comme j'ai fait du mal à ma mère, je peux pas être heureux et encore moins devant elle. Je peux pas m'autoriser à ce qu'elle voit que je suis heureux. Et donc, il va falloir jouer sur cette culpabilité en donnant l'information à l'enfant que ce qui rend la maman malheureuse, c'est de le voir malheureux, justement. Ce qui est vrai en général, hein. Et ce qui rend la maman heureuse, c'est de voir son enfant heureux. Et ça, c'est vraiment un renversement de croyance. Alors, si le bébé s'est senti dépossédé, on a fait ou décidé à sa place. C'est le cas, par exemple, de la césarienne, forceps, accouchement prématuré, enfin naissance prématurée ou accouchement déclenché. Voilà ce qui peut être dit. Nous avons pensé que tu étais en danger de mort et nous sommes intervenus rapidement pour que tu vives. Il y avait urgence. Ce n'était pas de ta faute, tu étais dans une situation où tu ne pouvais pas faire autrement. Parce que le problème, c'est que l'enfant, il peut se dire on fait à ma place parce que je suis pas capable. Oui, tu es né 2 mois avant, évidemment que tu n'étais pas capable et c'est normal. C'est ça, hein, personne, enfin tous les bébés qui naissent 2 mois avant ne sont pas capables de téter ou peut-être de respirer tout seul ou de se nourrir tout. Enfin, c'est normal. C'est pas que tu n'es pas à la hauteur, c'est que c'est normal à ce stade de ton développement. C'est normal que tu aies ressenti de la colère. Et tu es capable de choisir ou de faire par toi-même. Évidemment, on adapte selon le contexte. Et tu as le droit de prendre le temps dont tu as besoin pour y arriver. C'est-à-dire de respecter le rythme de l'enfant. Si le bébé s'est senti abandonné, donc là on est dans le cas de la séparation et notamment prématurée, tu as cru que je t'avais abandonné, que je ne t'aimais plus. En réalité, alors il faut contextualiser, quand tu es né, on a dû, tu avais besoin de soins pour ta survie, tu as cru que je t'avais abandonné. En réalité, à chaque minute, je pensais à toi, ta place était déjà dans mon cœur et elle l'est toujours. Et on peut ajouter aussi, tu sais, moi je venais te voir, mais toi tu ne pouvais pas me voir de là où tu étais. Parce qu'il arrive que ça dépend un petit peu des maternités, bien sûr, de l'organisation, mais il arrive que les parents puissent pas, des fois, ils voient le bébé de loin en fait, ils n'ont pas forcément le droit d'approcher, puis il y a des horaires de visite, etc. Donc le parent ne peut pas forcément voir le bébé autant qu'il voudrait. Le parent aussi n'a pas forcément conscience de l'importance de venir voir le bébé le plus possible. Et puis bon, parfois, il y a des grands frères et sœurs à s'occuper aussi, donc évidemment, ils font comme ils peuvent. Mais ce qui est important de dire, c'est que voilà, je suis venue te voir, même si toi, tu ne le savais pas, et j'espérais pouvoir te garder près de moi le plus vite possible, pouvoir te récupérer. Si le bébé s'est senti agressé, donc c'est le cas des forceps, césarienne et prématurée. Voilà ce qu'on peut lui dire. Tu as cru qu'on te voulait du mal. En réalité, tout le monde était inquiet pour toi et ils ont fait ce qu'ils ont pu pour que tu vives. Moi aussi, j'étais inquiète pour toi et j'étais d'accord pour qu'ils interviennent. Donc ça, c'est important, hein, d'inclure la responsabilité de la mère et du père, évidemment, s'il est là, s'il était là. Tu as le droit d'avoir eu peur, d'avoir été en colère.
tout le monde était là pour toi, pour t'accueillir le mieux possible malgré les circonstances. Voilà. Autrement dit, c'est de lui donner l'information que c'était pas contre lui, mais que c'était pour lui. Même si c'était difficile. Voilà. Donc ça, j'ai fait le tour de toutes les problématiques. Donc, vous voyez, ça vous donne vraiment les outils pour trouver les mots en fonction de chaque chose qui a été vécue. Si jamais c'est pas suffisant, on peut utiliser un outil pour comprendre ce qui s'est passé pour l'enfant. Et, comment dire? Parce que, par exemple, je repense à une séance avec une cliente. On... Alors, c'est pas tout à fait le cas de la naissance, mais je vais quand même vous donner l'exemple. C'est une cliente donc qui venait parce que sa fille la tapait, la mordait, et ce qu'on a vu, c'était lié au bébé IVG qu'elle avait eu avant. Et elle m'a dit, oui, mais j'ai déjà fait un travail sur ce bébé IVG, j'ai fait un travail de deuil, etc. Donc, du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui n'a pas été vu? Voilà. Et on a découvert que elle était arrivée dans le ventre avec cette impression que sa mère était... Donc, on a posé des papiers au sol, en fait. On a fait mettre la mère à la place de sa fille quand elle était dans son ventre. Et la mère a capté qu'il y avait ce côté, ma mère est méchante, elle pourrait me faire du mal, et puis je vais me venger aussi, en fait. Voilà. Et quand on a compris ça, on a pu trouver les mots libérateurs qui allaient avec. Et c'est là que, là, pour le coup, ça a arrêté le problème. Vous voyez, c'est-à-dire que des fois, on trouve ce qui est évident et on fait le verbaliser, et des fois, ça suffit, et puis des fois, ça suffit pas. Quand ça suffit pas, il faut aller un petit peu plus loin, creuser qu'est-ce qui a pu être vécu d'autre, et avec un outil comme les papiers qu'on pose au sol et se mettre à la place de l'enfant, eh bien, ça permet de trouver les mots justes qui me manquaient. Et on voit le résultat, en fait. Donc voilà, moi, je propose ça pour ceux qui ont besoin. Donc faites au maximum avec déjà tous les outils que je vous ai donnés, mais quand ça suffit pas, c'est possible d'aller plus loin en accompagnement. Du coup, il faut prendre une séance accompagnement des familles. Qu'est-ce que tu veux dire avec tes papiers posés au sol, s'il te plaît? Eh bien, on va prendre un papier qui symbolise l'enfant avec le prénom de l'enfant, un papier qui symbolise la maman. Après, ça dépend du contexte, parce que si éventuellement s'il y a eu un problème avec le papa aussi, il faudrait mettre un papier pour le papa, ou s'il y a eu un problème avec le grand-père, il faudrait mettre un papier pour le grand-père. Enfin, donc, les papiers sont choisis en fonction des personnes qui pourraient être impliquées dans la problématique. Là, par exemple, on avait pris un papier pour le bébé IVG aussi. Voilà. Donc, et puis après, je demande à la maman de se mettre d'abord sur son papier à elle, d'exprimer ses ressentis, et puis ensuite, je vais lui demander d'aller sur le papier qui représente l'enfant, en expliquant à la maman ou au papa, hein, avec la situation, avec l'exemple de la jeune fille qui souffrait d'encoprésie, c'était le papa. La maman s'était mise sur son papier à elle, dans la situation de pré-éclampsie, donc à l'accouchement. Et le papa, je l'avais fait mettre à la place de l'enfant. Donc, peu importe ce qui est sur le papier, mais c'est soit le papa, soit la maman, parce qu'ils sont branchés à l'énergie de l'enfant de toute façon. Et à l'aide des ressentis, je vais poser plein de questions. Et alors, du coup, c'est comment pour toi quand ta maman, elle... pour le cas de préclampsie, c'était pendant cette semaine là, où tu es à l'hôpital et que ta maman elle est un peu inquiète, qu'est-ce que tu es en train de te dire nanana, voilà. Et c'est là que le papa disait, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc, en fait, au fur et à mesure du déroulé, je vais poser des questions à la maman, comment elle a vécu, et puis à celui qui joue l'enfant. Et toi, quand ta maman ceci, cela, comment tu le vis, comment tu te sens, qu'est-ce que tu décides? Enfin, voilà, je vais poser des questions pour essayer de comprendre ce que l'enfant a vécu. Et en fonction de ce que l'enfant a vécu et les croyances négatives qu'il a mises en place,
Du coup, je vais utiliser les phrases positives que je vous les ai à peu près toutes mises, je pense. Si j'en ai oublié, vous me direz, mais j'ai fait le tour a priori. Donc, en utilisant des phrases positives spécifiques qui vont à l'inverse de la croyance qu'il a mise en place. Ces phrases-là vont devoir être dites à l'enfant. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, si vous en avez, comme d'habitude, vous pouvez les noter et me les poser pour la prochaine fois. Bon, très bien. Je vous dis à la prochaine fois, le prochain module, la vie intra-utérine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous envoie, comme d'habitude, le replay et les PDF le plus rapidement possible. Donc, a priori, après-demain. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.